Dans le sud des États-Unis, une maison hantée propose une attraction gratuite. Pas de ticket, pas de file d'attente, mais à l'intérieur, pas de comédien déguisé. Ici, on vous attache, on vous rase le crâne et on vous enterre vivant. Et tout est légal, parce que les participants signent une décharge de 40 pages en échange d'une chance de gagner 20 000 $. Voici l'histoire de Makemie Manor, l'attraction la plus extrême d'Amérique, où personne n'a jamais tenu jusqu'à la fin. That's what I said, I'm done. I'm done, Rush. Are you done, Andy? Yes, sir. En quelques mots, le manoir Makemie, c'est une sorte d'attraction de l'extrême présentée comme une maison hantée, mais qui s'apparente davantage à une chambre de torture déguisée dans laquelle les participants sont soumis pendant des heures à des mises en scène ultra réalistes, mêlant torture psychologique et physique dans des conditions particulièrement violentes. Derrière la création de ce manoir de l'horreur se trouve un homme, Russ Makemie, et les mystères autour de son existence sont déroutants. On ne sait presque rien de sa vie d'enfant ou d'adolescent, et pour vous dire, on ne connaît même pas officiellement sa date et son lieu de naissance. On sait simplement qu'il grandit à San Diego, en Californie, dans les années 60-70, et que dès sa plus tendre enfance, il a des penchants bien marqués pour les maisons hantées et adore Halloween. En dehors de ces informations rapportées par ses propres récits et des témoignages de voisins notamment, c'est le flou total. Qui sont ses parents? Quelles études a-t-il fait? Quels moments ont marqué son enfance ou son adolescence? Il n'y a aucune source publique fiable qui nous le dit. Russ affirme avoir suivi une formation théâtrale, mais rien ne nous permet de le vérifier. L'homme est un mystère. Jeune adulte, dans les années 80, il commence à créer des ambiances immersives dans son jardin à San Diego pour Halloween, en bricolant des petits parcours effrayants à l'aide de draps, d'éclairage improvisé, de sons du type grincement, des bruits de chaîne ou des rires étranges enregistrés. Parfois, ses amis et ses voisins viennent prendre part à ses animations en jouant les figurants. Son objectif n'est pas seulement de faire peur avec un simple couloir à jumpscare, mais aussi et surtout de faire vivre une expérience, de mettre en scène de véritables petits scénarios d'horreur où les invités vivent une mini-immersion dans ces mini-histoires. En un sens, son concept est déjà né. Il faut comprendre que dans les années 80-90, les maisons hantées ont la cote aux États-Unis. Le phénomène est né dans les années 30 quand certaines associations comme les Boy Scouts se sont mis à organiser des parcours effrayants à Halloween pour divertir et encadrer la jeunesse. Le concept s'est popularisé après les années 60 avec des attractions plus élaborées et c'est dans les années 70 à 80 qu'il explose grâce à l'essor des parcs à thème, notamment à Disneyland Californie avec la Haunted Mansion de 1969. Avec le temps, les maisons hantées sont devenues un rituel ancré dans la culture américaine avec des décors toujours plus sophistiqués, des acteurs et effets spéciaux toujours plus terrifiants, et elles se sont également diversifiées avec certaines qui restent familiales et d'autres qui cherchent à repousser toujours plus loin les limites de la peur. Mais revenons à Russ. En parallèle de ses maisons hantées homemade, il développe un amour et une passion pour les spectacles et les films d'horreur. Ses contenus viennent nourrir ses histoires et accroissent son imagination. À la même période, dans les années 80 toujours, il s'engage dans la Navy. Alors, on ne sait pas quand précisément, mais Russ affirme avoir servi son pays pendant 23 ans. Cette expérience, elle a un impact fort sur sa personnalité. Il apprend à briefer, cadrer, contrôler, il aime déjà organiser, poser les règles et diriger les autres. De manière assez surprenante, à côté de sa carrière militaire, Russ s'adonne à des activités plutôt artistiques. Il est chanteur, crooner d'ailleurs plus précisément, et DJ lors d'événements privés, notamment des mariages. Ses passe-temps, ils vont démontrer son goût pour le spectacle et la mise en scène, mais aussi son aisance à captiver un public. D'ailleurs, il raconte que même sur l'un des bateaux où il avait été affecté, même là, il avait fait un mini parcours hanté. Cette double facette de showman et militaire forge sa personnalité et façonne sa future marque de fabrique. Comme il le dira lui-même plus tard, We're showmen. I am the P.T. Barnum of the haunt world. En référence à Phineas Taylor Barnum, un entrepreneur et showman américain considéré comme l'un des pionniers du divertissement moderne, mais aussi une figure très controversé. Les deux hommes, bien que séparés par plus d'un siècle, partagent le même génie de la provocation et de la mise en scène. L'un exploitait les freak shows, les curiosités humaines et les spectacles tapageurs pour attirer les foules au 19e siècle, tandis que l'autre s'amusera à transformer la peur en cauchemar réel. Tous deux incarnent une même logique, utiliser la controverse et le choc comme moteur de notoriété, miser sur du sensationnel et marquer les esprits en jouant avec ce que la société tolère ou rejette. Au début, l'expérience de ces parcours d'épouvante est plutôt bon enfant. D'ailleurs, les enfants peuvent y participer. Il y a une file d'attente pour Halloween et les gens en parlent autour d'eux. À mesure que les années passent, tout ça évolue. D'abord implanté dans son jardin, les parcours s'étendent progressivement à sa maison. Quand il quitte la Navy au début des années 2000, le projet prend une ampleur bien plus importante. Il transforme son garage en prison, ajoute des planches et des cloisons à l'intérieur de la maison pour reconfigurer les pièces, recouvre les murs de bâches noires, il décore le tout avec des accessoires de récupération, des cages, des faux instruments chirurgicaux, des mannequins, des poupées, des clowns, du sang factice. Il crée une ambiance sonore
sonore et visuel à l'aide de lumière stroboscopique, de machines à fumer, de haut-parleurs diffusant des cris, des rires ou des grincements. C'est artisanal, parfois bon marché, mais le résultat est là. 9 pièces prêtes à effrayer les visiteurs. Cette préparation lui prend 6 mois et lui coûte environ 30 000 € qu'il va financer grâce à sa retraite et aux dons de ses fans principalement. Des voisins, amis ou passionnés d'horreur se portent bénévoles pour incarner des bourreaux ou des créatures à l'intérieur du manoir. Désormais, les enfants ne sont plus autorisés, l'expérience devient plus extrême. Russ décide d'en faire une attraction immersive permanente qui joue sur les pires phobies de ses participants. Nous sommes maintenant en 2001 et le manoir McKamey est né. 6 mois de préparation, des dizaines de bénévoles, 30 000 € investis et un garage transformé en maison des horreurs, Russ McKamey ne manquait pas d'imagination. Mais côté gestion, on va dire que c'était très artisanal. Si vous avez un projet, une entreprise ou même une équipe à gérer, aujourd'hui il existe des solutions beaucoup plus efficaces, mais s'il vous plaît, faites juste pas comme Russ McKamey. Et c'est exactement ce que propose Odoo, une plateforme tout en un pour gérer l'entièreté de votre activité. Odoo, c'est plus de 45 applications interconnectées et simple d'utilisation pour répondre à l'ensemble de vos besoins en entreprise. Vous pouvez ainsi gérer vos documents, suivre vos projets, gérer vos ventes et votre compta, coordonner vos équipes et bien plus encore. Globalement, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous les aspects de votre entreprise et surtout de gagner du temps en simplifiant et en automatisant un maximum de processus. Plus besoin de multiplier les logiciels, Odoo centralise la gestion de votre boîte sur une seule plateforme et vous aide à réduire vos dépenses. Et la première application est gratuite à vie avec support et hébergement illimité inclus. Et dès 19,90 € par mois, vous avez accès à l'ensemble des applications disponibles. Bref, hyper abordable. Merci à Odoo de sponsoriser cette vidéo et nous, on continue notre histoire. Très vite, la caméra devient l'élément central de l'expérience. Russ filme tout, l'arrivée des visiteurs, la présentation du concept et la lecture des consignes, les premiers pas dans l'obscurité, les hésitations, les peurs, les abandons. Il monte lui-même les séquences et les diffuse en ligne, d'abord sur des forums spécialisés horreur et maisons hantées, sur son propre site web, sur ses pages personnelles Facebook, MySpace et enfin sur YouTube quand la plateforme émerge. Cette dimension, elle est vraiment essentielle à ses yeux. Il dit d'ailleurs que s'il n'avait pas la possibilité de filmer, il ne proposerait probablement pas le manoir. C'est aussi un booster de motivation pour les participants qui, se sachant filmer, sont incités à ne pas abandonner pour ne pas décevoir ceux qui les suivent, voire c'est un moyen de gagner en popularité en ligne. Ces vidéos attirent toujours plus de curieux et forgent la réputation de McKamey Manor. Et on peut clairement parler de curiosité malsaine, parce que ce qui se passe dans le manoir n'a rien à voir avec l'expérience vécue dans une maison hantée classique. Loin de là. Qu'est-ce que les participants ont à y gagner? Eh ben rien du tout, parce qu'ils sont même bénévoles, l'entrée au manoir n'étant pas commercialisée. Russ demande simplement un sac de croquettes de 50 livres, environ 22,5 kg, soit pour nourrir ses propres chiens, soit pour les donner à un refuge de lévriers. Plus tard, il sera simplement fait mention d'un don recommandé, mais l'idée reste la même. Il n'y a pas de but lucratif derrière toute cette mise en scène. Russ est un passionné qui vit uniquement grâce à sa pension militaire de la Navy. Chaque année, exalté par son succès et sa médiatisation sur des chaînes comme CBS ou Good Morning America, il pousse le délire toujours un peu plus loin et la durée de l'expérience s'allonge. Au départ, les parcours durent de 30 à 45 minutes. Alors il ajoute des séquences, de nouvelles épreuves, faisant passer le spectacle à une épreuve entre 2 et 4 heures, puis 4 et 6 heures, voire 8 heures. Le manoir prend peu à peu la réputation de l'expérience impossible à terminer. Le concept s'est bien éloigné d'une simple soirée d'Halloween. À partir de 2013-2014, certains médias locaux soulignent que des sessions ont lieu maintenant tout au long de l'année, souvent le week-end, ce qui est atypique pour une maison hantée. Plus dérangeant encore, des témoins affirment entendre des hurlements de panique et même avoir vu des gens blessés sortir du manoir. On est bien loin des premiers parcours bricolés dans le jardin. L'expérience prend une tournure bien plus sombre, mais une question persiste. Qu'est-ce qui se passe vraiment au cœur du manoir? Dans la rue, le nombre de voitures garées est de plus en plus important et les plaintes pour troubles de voisinage commencent à se multiplier. Le dispositif est bien bruyant, trop dangereux et pas suffisamment sécurisé pour un classique lotissement résidentiel. L'attraction a pris énormément d'ampleur en peu de temps, son succès attire des visiteurs de tout le pays. Puis, le 30 octobre 2015, un reportage du Guardian est consacré au McKamey Manor. Il propulse l'attraction sur la scène internationale. Le journal décrit une expérience longue et révèle un détail troublant. Contrairement à d'autres maisons hantées extrêmement
extrême, le manoir ne prévoit aucun safe word. Autrement dit, un mot sur lequel lui et les participants se mettent d'accord avant l'expérience et que ces derniers peuvent utiliser à tout moment si ça devient trop intense pour eux pour tout stopper. Un fait qui reviendra également en 2018 dans un long article du Nashville Scene qui mettra en lumière certains témoignages, notamment celui de Laura Hurst-Brotherton qui évoquera ce non-respect du safe word, mais aussi des blessures réelles. L'article de 2015 du Guardian évoque aussi une liste d'attente de 27 000 personnes annoncée par Ross McKemey lui-même, renforçant encore cette image de défi exclusif et quasi inaccessible. C'est un point assez surprenant d'ailleurs parce que malgré cette liste d'attente de 27 000 personnes, plusieurs témoignages montrent que les personnes sont rappelées très rapidement après leur inscription et qu'on leur sert un discours urgentiste à base de « Ah, il y a une place qui s'est libérée, décide-toi vite, c'est un peu ta seule et unique chance ». Avec cette couverture médiatique, le manoir sort du cadre local et devient un sujet de débat national, voire mondial, opposant fascination pour une expérience hors norme et indignation face à des méthodes jugées inhumaines. Et ça, Russ le comprend très vite aussi. À l'été 2015, il commence à chercher une porte de sortie en vain. Il tente de déplacer l'attraction à McLeansboro, dans le sud de l'Illinois, en acquérant une ancienne maison. Mais très vite, la télévision locale s'empare du sujet et les habitants expriment leurs inquiétudes et leur rejet du projet. Vitres brisées, prières publiques organisées devant le bâtiment, dénonciation des pratiques trop extrêmes de Russ, assimilées à de la torture. En septembre 2015, il renonce officiellement au projet, évoquant un climat devenu ingérable. En parallèle, à San Diego, les plaintes et la pression locale finissent par avoir raison du manoir, qui ferme ses portes la même année. Après l'automne 2015, plus aucune session n'est organisée, mais malgré ça, les vidéos tournées et postées sur internet continuent d'être régulièrement partagées et commentées. Cet arrêt du projet alimente la réputation du manoir, et c'est ce qui va pousser Russ à ne pas s'arrêter là. Après la fermeture de son manoir de San Diego, Russ traverse une période de transition de près de 2 ans. Durant ce laps de temps, il n'organise plus de visites officielles, mais reste actif en ligne, alimentant sa communauté avec des vidéos et des discussions sur des forums spécialisés. Parallèlement, il cherche un nouvel emplacement plus isolé, loin des contraintes d'un lotissement résidentiel, et commence à imaginer une version encore plus radicale de ses expériences. Cette phase préparatoire aboutit en 2017 avec son emménagement à Summertown dans le Tennessee. Et ce choix de localisation, il n'est pas anodin. La région, plus isolée et moins urbanisée, lui offre un terrain vaste, éloigné des voisins, où les cris et le tumulte de son manoir ne poseront plus les mêmes problèmes qu'à San Diego. Le coût de la vie y est également bien inférieur, ce qui va faciliter la logistique d'une attraction qui est aussi artisanale qu'exigeante. La nouvelle version du McKemey Manor est plus modulable et adaptée à l'extérieur. Hangars, terrain vague et structures temporaires remplacent le bâtiment unique de son ancienne résidence. En parallèle de cette installation principale, il ouvre également en 2017 une seconde antenne du McKemey Manor à Huntsville en Alabama, à environ 2 heures de route. Ce site n'est pas de la même ampleur que celui du Tennessee, mais c'est une sorte de complément qui lui permet d'accueillir plus de participants et d'expérimenter des formats plus courts ou en plusieurs modules. Huntsville offre à Russ une certaine souplesse. En cas de pression locale ou de saturation à Summertown, il peut transférer une partie de l'activité. Néanmoins, c'est bien à Summertown que se concentre le cœur de son dispositif et que se cristallisent la plupart des controverses médiatiques. L'ouverture de ces 2 spots, et en particulier celui de Summertown, marque l'entrée dans l'ère moderne et extrême de l'attraction. Russ en redéfinit les contours avec 4 différences majeures par rapport à son manoir de San Diego. Il propose maintenant une expérience sur réservation qui peut durer jusqu'à 10 heures et il introduit le concept de safe word. C'est bien, mais sauf que Russ ne respecte pas vraiment la règle. Voire pas du tout. I don't want to go anymore. I'm done. I want to get out. This is just the beginning, you understand that, right? Please tell me. Oh, you're fine. No more. No more. No more. No more. I quit. I quit. You don't quit. There's no quitting. No. There is no quitting, Chris. La 4e différence est celle qui a fait le plus parler, c'est l'encadrement juridique par un contrat de 40 pages comprenant une clause de décharge de responsabilité. Auparavant, l'encadrement légal du manoir était plutôt léger. Il y avait bien des avertissements et une décharge, mais plutôt courte et générique. On y trouvait des mentions classiques de risque, les coupures, les bleus, la peur extrême, d'éventuels traumatismes psychologiques. Le document servait surtout de protection juridique basique. Mais face à la montée en puissance de l'expérience et sa médiatisation via des reportages et le bouche à oreille en ligne, Russ introduit un contrat extrêmement détaillé. Ce document stipule les risques encourus et couvre légalement presque toutes les situations dans un ton volontairement dissuasif. L'objectif est double, apporter une protection juridique à Russ bien sûr, mais aussi atteindre psychologiquement les participants avant même qu'ils n'entrent dans le manoir. C'est autant un contrat qu'un outil de mise en scène. Le document énumère en détail des risques extrêmes, la perte de dents, de cheveux, d'ongles, l'ingestion forcée de substances, le contact avec des animaux vivants comme des insectes ou des serpents, la suffocation, l'enfermement prolongé, le risque de blessures nécessitant des points de suture, la simulation de noyade et de mort, le stress post-traumatique, etc.,
etc. Voilà juste 2 extraits pour vous donner un peu le ton. Les participants sont soumis à des simulations de noyade et sont forcés de manger des choses. Les participants peuvent être drogués pendant l'expérience. Chaque tour sera différent, basé sur vos peurs personnelles et pourra durer jusqu'à 10 heures. Chaque participant sera challengé physiquement et psychologiquement jusqu'à atteindre son point de rupture. Parmi ces dizaines de mentions, le participant a le droit d'en refuser 2 maximum. Mais alors s'agit-il d'un argument marketing de plus pour attirer les plus audacieux ou tout cela est-il bien réel? Le contrat, il permet aussi à Rust d'obtenir leur autorisation de droit à l'image pour filmer et diffuser les séquences publiquement. Il stipule également que ses signataires ne peuvent pas le poursuivre, sauf en cas de décès. Ce nouvel élément de l'expérience attire bien évidemment l'attention des médias, tant il ressemble à un catalogue de tortures consenties. Et le manoir fait bien vite reparler de lui. Des journaux comme Newsweek, The Washington Post ou USA Today relaient les informations sur son installation et ses méthodes, en insistant sur la durée, la négligence du safe word et sur le fameux contrat de 40 pages. En 2017, le manoir fait son apparition dans le documentaire Hunters, The Art of the Scare sur Netflix, qui explore l'évolution des maisons hantées aux États-Unis, depuis les boo houses familiales, ce que faisait Russ au début en somme quoi, jusqu'aux maisons hantées extrêmes et immersives. Le McKamey Manor y est présenté comme l'exemple le plus extrême du genre. Le documentaire est surtout vu par les passionnés d'horreur et les amateurs de documentaires spécialisés. Ça lui offre une vague de notoriété très ciblée dans ces communautés. À côté de ça, les vidéos filmées par Russ et diffusées sur YouTube ou Facebook continuent de circuler. Et pour ceux et celles qui nous écoutent sur Spotify, parce que oui, on est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes de podcast, le lien est en description, n'hésitez pas à nous suivre là-bas aussi. Il faut imaginer des participants hurlant, vomissant et abandonnant. Ces vidéos constituent un puissant outil de buzz viral. Des extraits circulent massivement aussi sur TikTok et Reddit, provoquant à la fois fascination et indignation. La plupart des réactions oscillent entre « c'est dingue, personne n'a jamais fini le manoir »,« c'est de la torture déguisée » ou encore la fameuse question de « c'est du spectacle ou du sadisme ». Chaque controverse renforce sa visibilité, plus il est critiqué, plus le manoir devient célèbre. Sur Reddit, notamment via le forum Horror, d'anciens participants racontent leur histoire au manoir, souvent traumatisante, ce qui va nourrir le mythe. Les histoires et témoignages autour du manoir sont parfois flous, compliqués à appréhender, mais une chose est sûre, quelque chose d'anormal, voire de grave, se passe entre ces portes. La question fondamentale, c'est de savoir quoi exactement. En 2018, Russ a le droit à son petit moment dans l'épisode 8 de la série Dark Tourist, encore sur Netflix. Le journaliste néo-zélandais David Farrier rend visite à Russ et au manoir. Et là, c'est le jackpot. Russ McKamey. Russ McKamey. Russ McKamey, the owner of McKamey Manor. Ce passage lui donne une visibilité internationale et fait exploser sa popularité en le faisant découvrir à des spectateurs bien au-delà du cercle des amateurs d'horreur. Les demandes pour participer à la plus terrifiante des expériences affluent comme jamais. Mais la notoriété s'accompagne aussi de contraintes. À partir de 2019, l'accès au manoir se restreint. Russ met en place un vrai protocole digne d'une sélection pour l'armée. Il demande la présentation d'un certificat médical récent attestant que les candidats sont physiquement aptes à supporter l'épreuve, d'une preuve de couverture d'assurance en cas de problème, d'une vérification du casier judiciaire, ce qui est inhabituel pour une attraction, et d'un test antidrogue le jour J. Il leur impose aussi de regarder une longue vidéo d'anciens participants en pleine détresse afin de les préparer, mais surtout pour leur faire peur et tester leur détermination. Russ prévoit toutes ces dispositions, certes, mais il ne dispose pas pour autant de personnel médical sur place, par exemple. Dans le concret, rien n'est fait pour assurer la sécurité des participants. Finalement, tout ça sert surtout à accentuer le caractère élitiste et terrifiant du manoir, tout en donnant à Russ une image de sélection impitoyable. Une sélection qu'il ponctue de ses goûts personnels. Il prend un plaisir particulier à regarder les performances des anciens militaires en ayant le contrôle sur eux, et des femmes, en particulier celles qu'il juge jolies et fragiles. Petit aparté d'ailleurs au milieu de cette histoire de zinzin pour vous rappeler de vous abonner. Ici, on n'a pas besoin de certificat médical pour rejoindre l'aventure, on publie 2 contenus tous les mois autour d'histoires invraisemblables et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, merci beaucoup. Et je sais que les youtubeurs disent souvent ça, mais c'est très vrai, il y a encore vraiment, je vous jure, plus de la moitié des gens qui suivent ces vidéos fréquemment, qui les aiment bien et qui ne sont pas abonnés. Avec votre aide, on peut aller très vite aux 700 000 abonnés, voire même encore plus loin, peut-être un jour au million, alors n'hésitez pas à vérifier que vous êtes abonné et rejoignez l'aventure. La même année, en 2019, Russ annonce que quiconque parviendra à terminer intégralement le parcours du McKamey Manor repartira avec 20 000 $, une info largement reprise par la presse. Haunted house in the United States is offering $20,000 to anyone who could finish it. Pour conserver la récompense potentielle, le participant doit éviter toute faute sous peine de perdre 500 $ par infraction. Mais alors vous allez vous demander,
Qu'est-ce qu'une faute? Eh ben il s'agit simplement de prononcer un gros mot, de rater une tâche imposée ou de demander une pause. Autant dire que le compteur retombe très vite à 0. Et de toute façon, personne n'arrive jamais au bout du manoir. Aucune somme n'est donc jamais versée. La récompense est davantage un outil marketing pour accentuer le mythe du défi impossible qu'une véritable promesse de gain. Et puis on va pas se mentir, compte tenu du tarif d'une hospitalisation aux US, 20 000 balles, c'est pas non plus grand chose. Mais ce durcissement des règles, il est loin de calmer les esprits et le scandale. Fin 2019, des pétitions qui cumulent plusieurs dizaines de milliers de signatures réclament la fermeture du manoir. More than 18,000 people signing a change.org petition to have McCamey Manor closed. Deux arguments majeurs sont mis en avant. Le premier est que cette expérience n'a rien d'une maison hantée, c'est de la torture pure et simple. Et le second porte sur le consentement. Un consentement en est-il vraiment un quand on n'a pas conscience de ce pourquoi on signe? Lorsque une fois qu'on se retrouve enfermé, trempé, désorienté, torturé, il n'est plus possible de négocier quoi que ce soit. Ne devrait-on pas pouvoir revenir sur ce consentement tout au long de l'expérience? Ce qui est d'ailleurs aussi le but des safe words, soyez en passant, enfin bref. Russ se défend. Il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vraie torture dans son manoir. Pour lui, le McCamey Manor n'est pas une chambre de torture, mais une mise en scène qui joue sur l'hypnose, la suggestion, la peur et la perte de repères sensoriels. Ce que vivent les participants est plus dans leur tête que dans leur corps. Ils croient qu'on les blesse, qu'ils se noient, qu'ils vont mourir, mais tout est orchestré. Il ne s'agit selon lui que de smokes and mirrors, c'est-à-dire du show ou du spectacle. Il argumente aussi en disant qu'il prend la précaution de prévenir la police avant chaque session, au cas où. En réalité, l'idée est surtout de se protéger contre d'éventuelles interventions de voisins ou de passants alarmés. Mais toujours plus de témoignages et d'images donnent à voir qu'il ne s'agit pas d'illusions. À partir de 2020, les récits d'anciens participants deviennent plus visibles et plus précis. Jusque-là, il en existait de nombreux via de petits groupes Facebook disséminés, principalement sur lesquels les pro-Russ et les anti-Russ s'écharpaient, les pros lui dédiant un véritable culte. Russ encourage ses partisans à harceler, insulter et menacer ses détracteurs. Les followers de Russ divulguent des photos privées, des numéros et même des adresses pour effrayer ceux qui cherchent à faire tomber leur idole. Sauf que les témoignages qui émergent ne mentent pas. On y lit et voit des marques durables sur la peau, des dents abîmées, des cheveux arrachés, des douleurs qui persistent et surtout des crises d'angoisse qui se prolongent pendant des semaines. Ces histoires contredisent complètement le discours de Russ. Son manoir, qu'il a construit depuis tant d'années, est en vérité un temple de la torture. Des dizaines d'anciens participants racontent la même chose. Le McCamey Manor n'a rien d'une maison hantée classique. On y entre avec l'idée de tester ses limites et on en ressort brisé. Les témoignages décrivent des scènes à la limite de la torture. On commence souvent par être plaqué au sol, ligoté, cagoulé, parfois même menotté. Certains se rappellent avoir eu la tête plongée de force dans des seaux remplis de sang animal ou d'eau glacée jusqu'à suffoquer. D'autres racontent avoir été enfermés dans de minuscules cages ou cercueils en étant incapables de bouger avec des insectes, des rats ou des serpents rampant sur leur peau. Mais ça ne s'arrête pas là. Des visiteurs ont eu des dents et ou des ongles arrachés, les cheveux rasés ou coupés de force, le visage recouvert de substances chimiques ou de peintures irritantes qui brûlaient la peau. Beaucoup racontent qu'on leur a fait avaler des choses répugnantes comme des œufs crus, de la nourriture pour chiens, voire leur propre vomi sous la contrainte. Les cris de détresse ne permettent pas de calmer le jeu, même lorsqu'il s'agit du safe word. La simulation de noyade revient souvent dans ces témoignages. Maintenus la tête sous l'eau ou sous un jet puissant, les candidats disent avoir cru mourir. D'autres racontent avoir été enterrés vivants quelques minutes, le visage couvert de terre, incapables de respirer normalement. On parle aussi de coups, de gifles, d'étranglements qui laissent des marques sur le corps, autant que dans l'esprit. Russ combine ces violences en fonction des personnes qu'il a en face. Il leur propose une expérience sur mesure, en somme. À titre d'exemple, Amy Milligan, une ancienne participante, décrit qu'on l'a attachée, traînée par les cheveux, frappée, noyée, enfermée dans une cage, mise dans un congélateur rempli d'eau sale, recouverte de faux sang et d'autres substances répugnantes. En bref, tous ces témoignages dénoncent une véritable humiliation orchestrée, où le but semble moins de faire peur que de briser les candidats. Mais en fait, pourquoi des gens s'infligent ça volontairement? Eh ben, plusieurs raisons peuvent l'expliquer. La recherche de ce que les psychologues appellent la sensation seeking notamment. Autrement dit, un besoin de stimulation intense, de risque et d'adrénaline. Pour les participants, une maison hantée classique ne fait plus aucun effet, alors que le manoir McCamey, avec son aura d'expérience impossible, promet une émotion unique, au-delà de la peur ordinaire. C'est une logique proche de celle des sports extrêmes, se confronter à ses limites, tester jusqu'où le corps et l'esprit peuvent tenir. Parfois, certaines personnes s'infligent ça car elles souffrent de syndrome post-traumatique. C'est un moyen pour elles de se confronter volontairement à la peur ou à la douleur, ce qui permet de transformer une expérience subie en une expérience choisie. Il y a aussi un côté défi personnel. Le manoir étant invincible, tenter d'aller au bout est une manière de se prouver qu'on peut réussir là où tout le monde échoue. Beaucoup de candidats sont de grands amateurs d'horreur. Pour
Pour eux, le manoir représente le niveau ultime de cette passion, une manière de vivre pour de vrai ce qu'ils ont vu à l'écran. Ça revient à une expérience cinématographique grandeur nature. Enfin, certains défendent aussi ce genre d'endroits en les qualifiant de catalyseurs. Selon eux, il est important que ces lieux existent pour permettre à ceux dont la psychologie est différente d'exorciser leurs pulsions sans dépasser le cadre légal. En octobre 2023, un documentaire grand public fait basculer l'affaire à une autre échelle, Monster Inside, America's Most Extreme Haunted House. Il sortira sur Hulu ou Disney+, en fonction des pays. Contrairement à Hunters en 2017 ou l'épisode de Dark Tourist en 2018, il prend une position beaucoup plus critique. Il est centré sur le McKamey Manor et surtout sur la personnalité de Ross McKamey. On y trouve le témoignage de 3 anciens participants principalement, Melissa Everly, Gabby Hardiman et Chris Smith. Ces derniers décrivent des expériences traumatisantes, parfois assimilées à de la torture réelle, des interviews de proches ou d'ex-acteurs parlant de Ross comme d'un homme manipulateur et parfois dangereux. Le propos là, il est plus de montrer l'attraction, mais d'exposer ce que vivent ces personnes pendant et après, et de questionner les mécanismes de contrôle autour du manoir. L'image de Ross y est beaucoup plus abordée que dans Hunters ou Dark Tourist. Hulu présente clairement l'angle. Les 3 participants plongent dans l'univers de Ross, puis trouvent la force de riposter avec un accent mis sur l'impact psychologique qui reste au-delà d'une simple nuit d'épreuve. Dans le film, Melissa Everly décrit un parcours qui laisse des séquelles, difficulté à dormir, peur persistante, sentiment de s'être fait piéger par un dispositif hors de son contrôle. Gabby Hardiman revient quant à elle sur la manière dont le récit public de son passage lui a ensuite échappé. Les images ont été diffusées, commentées, et cette attention en ligne est devenue une pression supplémentaire pour elle. Chris Smith décrit un engrenage infernal à base de messages incessants de personnes souhaitant lui lancer des défis, comme si l'épreuve et la cicatrice qu'elle a laissée ne se refermaient jamais vraiment. Ces éléments, traumatisme, emprise et exposition, structurent la narration du documentaire. Cette sortie médiatique a un effet immédiat. Le débat est relancé à une échelle internationale, le manoir refait les gros titres dans la presse. Et surtout, il attire l'attention du procureur général du Tennessee, Jonathan Skermetti. Il adresse à Ross une lettre de sérieuse préoccupation et annonce l'ouverture d'un examen au titre de la protection des consommateurs le 31 octobre 2023. Le courrier pose 3 questions centrales. Les participants peuvent-ils vraiment mettre fin à l'épreuve à la demande? La décharge est-elle valide? Et la récompense de $20 000 est-elle réelle et gagnable ou s'agit-il d'un argument trompeur? Cette enquête vise à déterminer si le McKamey Manor constitue une violation de la loi de protection des consommateurs en raison des pratiques décrites comme abusives pour les produits ou services présentés d'une manière qui induit en erreur ou qui cause un préjudice injuste, ou trompeuses comme la publicité mensongère ou les promesses non tenues. L'enquête ne porte donc pas directement sur la violence physique, qui relèverait du pénal classique, mais sur la nature trompeuse ou abusive de l'expérience. Car Ross présente son attraction comme une haunted house extrême et un défi, mais certains participants affirment avoir subi des choses proches de la torture sans possibilité réelle d'arrêter, ce qui va bien au-delà de ce que l'expression haunted house laisse entendre. Également, malgré le contrat de 40 pages, le consentement peut être jugé non éclairé. Les gens signent, mais sans forcément comprendre l'ampleur de ce qu'ils vont subir. Et enfin, le fait de se présenter comme une attraction de loisirs, mais sans qu'il n'y ait de véritable dispositif médical ou protocole de sécurité associé, peut être considéré comme une pratique trompeuse et dangereuse vis-à-vis du public. L'annonce de l'ouverture de l'enquête suscite une nouvelle vague médiatique internationale. Journaux, chaînes télé, sites web reprennent l'affaire en la mettant notamment en lien avec le documentaire Monster Inside. Dans le même temps, les pétitions qui avaient explosé fin 2019 continuent de circuler, totalisant collectivement des centaines de milliers de signatures. L'une d'entre elles, demandant la fermeture du manoir, dépasse les 190 000 signatures sur Change.org. Depuis, elle reste accessible et continue d'emmagasiner les signatures. Début 2024, Ross contre-attaque sur le plan juridique pour répondre à l'offensive des autorités du Tennessee qui l'accusent de harcèlement administratif et judiciaire. Il accuse les autorités de chercher à le piéger plutôt qu'à garantir sa sécurité. C'est une façon pour lui de tenter de bloquer les enquêtes. Le 22 août 2024, la Cour fédérale rend sa décision, la plainte est rejetée. La Cour considère que les arguments de Ross ne sont pas fondés juridiquement et que ses droits n'ont pas été violés dans le cadre des investigations. Par conséquent, l'affaire est classée sans suite. Ainsi, les autorités du Tennessee conservent le droit de continuer à l'interroger, à inspecter ses installations et à examiner ses méthodes. La même année, Ross lance une nouvelle action en justice, cette fois contre Hulu, notamment après la sortie du documentaire Monster Inside, America's Most Extreme Haunted House, qu'il estime diffamatoire et préjudiciable pour son image. Cette autre plainte fédérale vise essentiellement la représentation de sa personne et du manoir dans le média. La Cour fédérale rendra plusieurs décisions fin 2024, mais l'affaire ne connaît toujours pas d'issue. Enfin, en juillet 2024, Ross est arrêté dans le Tennessee, mais pas exactement pour les raisons qu'on imagine. Les chefs d'accusation concernent des faits présumés d'agression, tentative de meurtre et violence domestique contre une femme qu'il connaît personnellement. La femme en question aurait perdu connaissance à 2 reprises au cours des actes présumés. Ces accusations relèvent donc de la sphère privée et non de l'activité du manoir en
en tant qu'attraction. Mais les médias font tout de suite le lien avec le manoir dans leur titre parce que Russ est devenu indissociable de son expérience. D'autant que plusieurs témoignages de participantes au manoir avaient mis en lumière ses agissements parfois très limites avec les femmes, proximité abusive, propos déplacés, manipulation, entre autres. Le nom de la femme, son âge, sa profession et la nature exacte de son lien avec Russ sont inconnus du grand public. Les circonstances précises dans lesquelles les actes ont eu lieu ne sont pas claires non plus. On ne sait pas vraiment s'il s'agit d'un conflit relationnel, d'une dispute ou d'un abus gratuit lié au manoir finalement. En septembre 2024, 2 mois plus tard donc, le parquet annonce l'abandon pur et simple des charges. La raison principale tient au manque de preuves matérielles. Les procureurs n'ont pas pu réunir d'éléments médico-légaux suffisamment solides, ni assez de témoignages directs permettant de corroborer son récit. À cela s'ajoutent certaines contradictions ou zones d'ombre dans la déclaration de la plaignante. Cette décision, elle ne signifie pas que les faits reprochés n'ont pas eu lieu, mais que la justice estime ne pas avoir les moyens de les prouver de manière incontestable devant un tribunal. Malgré ce contexte, le manoir annonce qu'il reste ouvert à l'automne 2024, alors même que l'enquête de protection du consommateur suit son cours côté État. Et c'est là où on se demande comment est-ce qu'une attraction aussi controversée, tenue par un homme aussi controversé lui aussi, peut rester ouverte légalement. Principalement grâce à la décharge de responsabilité que Russ fait signer. Tant qu'il existe ce consentement écrit, il est juridiquement difficile pour les autorités de qualifier ce qui s'y passe de torture ou d'agression, puisque cela devient une activité volontaire à risque. Second argument juridique, Makemi Manor n'est pas une attraction commerciale classique, il n'y a pas de billets vendus. Ce flou empêche de l'assimiler directement à un parc d'attractions ou une maison hantée traditionnelle, et de ce fait, ça complique l'application des normes de sécurité ou de consommation. Aujourd'hui, malgré les pressions, les pétitions et les enquêtes, le Makemi Manor est toujours en activité à Summertown. Son bras de fer judiciaire avec Hulu autour du documentaire Monster Inside se poursuit encore devant les tribunaux fédéraux, tout comme l'enquête du procureur général du Tennessee sur ses pratiques commerciales. Russ vit toujours sur sa propriété, continue d'accueillir de rares participants triés sur le volet et d'alimenter la légende de son attraction grâce aux vidéos et aux controverses médiatiques. Si les histoires en lien avec le genre horrifique vous intéressent, je vous invite à découvrir notre vidéo sur la véritable histoire de Conjuring.